Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Merci de nous rejoindre sur ce programme Magique Actu qui revient encore cette semaine avec quelques points d'actualité auxquels nous allons essayer d'analyser au cours de ces 30 minutes que nous nous sommes impartis. L'actualité est certes abondante, mais nous allons essayer de faire en sorte que nous puissions tout ramasser au cours de ces 30 minutes. Alors, nous avons prévu de parler de l'évasion de 400 militaires. Alors, l'information, c'est vrai que l'information a été tout de suite démentie, mais ça restait quand même un point qui m'a quand même tenu à cœur pour que je puisse en parler, parce que en journalisme, on dit que l'information provient de la rumeur. Quand il y a la rumeur, c'est qu'ils doivent avoir une information quelque part. Nous allons en parler au cours de cette émission. Nous allons également parler de la présidence de la RDC dans la conférence de chefs d'État et de gouvernements membres de l'organisation de l'Union africaine. Nous allons essayer de parler de ça un tout petit peu. Nous parlerons aussi de la désignation du Premier ministre, de l'installation du bureau de l'Assemblée nationale, mais également de la démission en cascade de bureau du Sénat. Qu'est-ce qui arrivera après cela? C'est de ça que nous allons en parler, parce que nous analysons, nous essayons de voir ce qui va arriver, ce qui pourrait arriver. Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais ça ne nous empêche pas de faire des projections là-dessus. Alors, je commence tout de suite par l'évasion de 400 militaires, parce que c'est ça qui constitue, que j'ai choisi comme vraiment le central de cette émission, de 400 militaires qui se seraient évadés avec munitions du camp Kamina au Katanga. Cela peut être une fausse information, ça peut être, puisque ça a été démenti, donc c'est une fausse information parce que ça a été démenti, mais moi je me tiens quand même à cette rumeur, parce que on dit que tout est politisé actuellement en République démocratique du Congo. Il y a des ballons d'essai comme ça qu'on jette pour voir ce que ça peut donner, parce que cette situation de militaire, ça fait quand même un bon bout de temps. Déjà, le FCC ne faisait qu'en parler, ne faisait que dénoncer la situation que vivent les militaires en République démocratique du Congo. Ils se disaient, ils disaient qu'ils n'avaient pas de prime, ils n'avaient pas ceci, ils n'avaient pas leur solde à temps ou régulièrement, ils n'avaient pas ça, ils n'avaient pas ça. Nous savons tous qu'il y a de frustration au sein de l'armée, et on peut à tout moment utiliser cette armée pour des fins personnelles ou pour des fins politiques. C'est vrai que l'armée est apolitique, mais à chaque fois qu'on voudrait résoudre une situation politique qui s'avère difficile, on fait toujours appel à l'armée, on recourt toujours à l'armée. Alors, la situation de l'armée, comment elle se présente aujourd'hui? Elle se présente de manière à ce que cette armée que nous connaissons, l'armée de FRDC, a déjà eu des malaises qui ont commencé, qui ont débuté, ou qui ont débuté depuis longtemps, c'est vrai, mais qui s'est intensifié au début 2020 lors du lancement des opérations de grandes envergures à l'est de la RDC. C'est en ce moment-là que ces malaises, les malaises d'ordre social, s'est vraiment intensifié au sein du FRDC. Les militaires n'y reçoivent plus régulièrement leurs primes de combat et leurs avantages sociaux. Ils ne reçoivent pas non plus leurs soldes. Les salaires des militaires, on appelle ça solde, je pense, ils ne le reçoivent presque pas ou pas régulièrement. Cela pose déjà des frustrations. Les militaires ne reçoivent pas de primes, pas régulièrement des primes de combat, et les avantages sociaux, ils ne le reçoivent presque pas ou pas régulièrement du tout. Ils se considèrent comme les dindons de la farce en ce qui concerne l'alternance du pouvoir à la tête du pays, parce que au début, à la prise de fonction du président et Félix Tshisekedi, la première action qu'il a posée, c'était d'aller au camp Tchati visiter les militaires, et ça faisait 20 ans après qu'un chef d'État était allé visiter les militaires, c'est-à-dire pendant tout le temps que Joseph Kabila était au pouvoir, il n'avait jamais mis ses pieds au camp Tchati.
Et alors, pour la première fois, 20 ans après, pour la première fois, Tshisekedi a mis ses pieds au début à la prise de ses fonctions, toujours au début du mois de février. Il a, en février, en début du mois ou en début du mois de mars, donc ça va faire exactement 2 ans qu'il avait mis ses pieds au camp Tchatché pour rassurer les militaires, pour faire des promesses aux militaires. Mais est-ce que ces promesses, depuis, est-ce que ça s'est réalisé? Ces promesses se sont réalisées? Je dirais tout de suite non. Donc, c'est-à-dire, il y a malaise au sein de l'armée. Ils se considèrent comme les dindos de la farce. À entendre les montants qu'on cite dans la corruption, dans le chef des députés, dans la corruption des députés nationaux, parce qu'il y a eu un son de Mbosso Kodiakwama qui a été mis dans les réseaux sociaux, d'où il parlait de 10 000 $ à chaque député pour l'élection du ticket Union Sacrée du bureau de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Papa Molière, les députés nationaux, dit Papa Molière, Néon de Malemba, qui a parlé de 7 000, ensuite de 14 000 ou 15 000 $. Il y a des montants qui se disent au sein du milieu politique. On parle de détournement par-ci, on parle de détournement par-là. Les militaires regardent la télévision, ils suivent les informations, ils connaissent ce qui se passe. Voilà les dérapages que nous avons constatés avec les enfants Koulouna dont leurs parents militaires étaient en train de les soutenir pour de soutenir leur action Koulouna. On a vu les vidéos. Ce n'est pas un hasard. C'est vraiment pas un hasard. Ce sont des enfants qui vivent dans la promiscuité. Ce sont des enfants que les parents ne peuvent pas éduquer. Et ces enfants se donnent à la merci des événements sociaux qui peuvent arriver. Comme ils se donnent à la merci. Et ce qui est pire est qu'ils sont maintenant soutenus par leurs parents militaires. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un problème. Cette histoire de 100 jours qui a mis trop d'encre, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Aujourd'hui, on n'en parle presque plus. Vital Kamerhe sera en appel bientôt. Mais ces travaux qui a été lancés, le travaux de 100 jours pour les maisons des militaires, c'était en principe pour que ces militaires soient dans des conditions sociales assez on dirait, requises, des conditions requises. Oh, peut-être que Bakouva Nanamba Nanabango, dans des conditions bien, etc. Tout cela, cette situation sociale est en train de frustrer les militaires. Voilà pourquoi je parlais des situations des militaires. La situation des maisons préfabriquées, on n'en parle presque plus. On ne sait pas à quel niveau ça se trouve. On a vu l'inauguration des sauts des moutons, mais les maisons fabriquées, à quel niveau et combien de niveaux, nini. Tout cela, ces militaires-là se retrouvent comme s'ils se considèrent comme les dénots de la farce de la situation politique du pays. Pas de frais de fonctionnement, pas de fonds techniques, pas de fonds de ménage, pas de fonds de funérailles. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors, au-delà de tout ça, il y a également un malaise d'ordre ethnico-régional. On sait tous qu'à l'époque de Mobutu, l'armée était dominée par les ressortissants de la province de l'Équateur, le Grand Équateur. Et à l'époque de Joseph Kabila, on a vu les Katangais prendre... on a vu l'armée être dominée par les Katangais. Les Katangais, mais également les Banyamulenge qu'on parle. On parle de plus en plus de Rwandais qui sont infiltrés dans l'armée. Mais moi, je préfère parler des Banyamulenge parce que je n'ai vraiment pas la preuve que ce sont des Rwandais. Et oui, la physionomie, c'est vrai, mais ce sont aussi des gens qui peuvent prendre la nationalité et servir le pays. Ça, c'est un autre débat que nous en avions parlé lors de nos différentes émissions, quand on parlait de Minembwe et des Banyamulenge, etc. Vous pouvez toujours revoir ces émissions. Mais il y a un malaise d'ordre ethnico-géographique. Aujourd'hui, il y a aussi, de la même manière qu'il y a des réformes au sein de la politique, du milieu politique, il y a aussi des réformes qui ne disent pas leur nom dans le milieu militaire. Il y a maintenant l'espace Kasaï qui occupe qui est en train de... Il y a une sorte de déboulonnement
au sein de l'armée, il y a l'espace kassaïen, qui est en train de prendre l'armée d'assaut. Et ça aussi, ça crée de frustration, ça crée de malaise. Les militaires sont frustrés. Tout ce que je viens d'évoquer ici et bien d'autres encore que je n'ai pas évoqué fait en sorte que les militaires soient frustrés. On connaît ce qui se passe dans nos pays africains. Les militaires, les politiques sont prêts à prendre à manipuler les militaires pour que la situation soit renversée au pays. Aujourd'hui, la majorité a changé de camp, a basculé de l'autre côté de Félix Tshisekedi. Celui qui est maintenant dans l'opposition, c'est le FCC avec Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila ne parle presque pas. Et sa femme, Madame Olive, dans une récente vidéo de 30 secondes, elle parlait de Kabila qui est encore militaire sur le plan moral. Ça veut dire quoi? Pendant qu'on est en train de vivre la situation, et on est en train de vivre la situation militaire, qui se détériore de plus en plus, qui s'intense, et où la situation s'intensifie davantage, où on parle de la manipulation, de la politisation de l'armée, et la dame vient nous parler de Joseph Kabila qui est encore militaire. Nous savons tous que Joseph Kabila a épuisé tous les moyens nécessaires, les moyens diplomatiques, parce qu'ils ont ça là qui recourt. Vous vous souviendrez de Kika Bin Karoubi, qui était allé qui a fait le ballet diplomatique pour décrier la situation, c'est-à-dire la situation que le FCC ou Joseph Kabila était en train de vivre, celui de la dislocation ou du divorce entre le FCC et le Cash. On a vu visiblement que cette situation, démarche politique, n'avait pas abouti. La démarche politique, on le voit, on le sent, on le vit, que la démarche politique n'aboutit pas. Mais il y a une troisième option que tout politicien peut utiliser en dehors de la situation, en dehors de l'option politique et de l'option diplomatique. Il y a l'option militaire qu'un politicien peut utiliser. Pourquoi ce malaise? Pourquoi cette rumeur provient du Katanga? Joseph Kabila est au Katanga. Sa femme parle d'un Joseph Kabila qui est encore militaire, bien qu'il n'occupe pas les fonctions militaires, mais qui a l'esprit militaire. On parlerait aussi que de ces militaires, de 400 militaires évadés qui auraient rejoint Gédéon Kyungu. On a cité le nom de Gédéon Kyungu. On connaît l'histoire récente de Gédéon Kyungu qui a été lavé par Joseph Kabila. Est-ce qu'il est à la solde de ce dernier? On ne sait pas. On a encore récemment entendu parler, on a récemment vécu la situation au sein de l'église de Ngoï Mulunda, cet ancien président de la CENI qui a dirigé les scrutins 2011, qui parlait du Katanga qui pouvait se détacher. Plusieurs fois on parle du Katanga qui devait se détacher du Congo. Lui, il a dit officiellement que si vous ne respectez pas leur leader, le Katanga va se détacher du Congo. Alors, comment est-ce que le Katanga pourrait se détacher du Congo si ce n'est que par l'option militaire, puisque l'option diplomatique a échoué, l'option politique également a échoué. Il ne reste qu'une option militaire, et cette option militaire, c'est au fait et ça, le quoi, Maï, Mbissinamaï, Joseph Kabila a le quoi, Mbissinamaï dans cette option militaire. Il va le faire en un clin d'œil. Donc, il est temps de revoir la situation des politiciens, des militaires congolais, des FRDC. Il est temps de revoir cette situation-là. Il est temps de mettre de l'ordre dans l'armée. Il est temps de réaliser les promesses faites à l'armée. Parce que tout ce qu'on peut faire, on peut tout faire, on peut tout réussir, la situation militaire, etc. Mais si on ne réussit pas la situation politique et diplomatique, mais si on ne réussit pas à résoudre la situation militaire, tout peut basculer à tout moment. Les exemples, il y en a région à travers l'Afrique. Alors, on va tourner la page pour parler de l'élection du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à la tête de la conférence des États, de la conférence des chefs d'État et de gouvernement membres de l'Union africaine. Déjà, cette organisation, l'Union africaine, c'est déjà copie-collé, c'est déjà une copie-collée de l'Union européenne. Donc, là, c'est qui est déjà bien on ne sait pas déterminer, on ne sait pas déterminer en réalité, on ne sait pas vraiment déterminer c'est quoi l'Union africaine. Mais une chose est sûre,
que le mandat du chef de l'État, le mandat à la tête de cette structure est plutôt diplomatique et protocolaire. C'est-à-dire, c'est un mandat, pas d'intégration, mais de coopération. Le chef d'État, c'est vrai que ça tombe d'un moment à Félix Tshisekedi, parce que c'est lui le chef d'État actuel, mais le mandat, c'est le mandat de la RDC. C'est le pays qui gère le mandat. C'est la RDC qui est en train de gérer les mandats. On rappelle quand même que la dernière fois que la RDC a pris la tête de cette organisation, c'était à l'époque de Mobutu, et cette fois-ci, c'est à l'époque de Etienne Tshisekedi. Ce mandat, je disais, est plus protocolaire, diplomatique que politique. Donc, il n'y aura pas d'ingérence dans le chef de pays, il n'y aura pas d'ingérence dans un pays africain qui est politique, dans des politiques internes des pays membres de cette organisation. C'est plutôt protocolaire, diplomatique, c'est un mandat de coopération. Donc, dans ce mandat de coopération, qu'est-ce que la RDC peut tirer de bon en cela, ou peut bénéficier de bon en cela, c'est-à-dire peut-être mettre sur table les défis de la situation à l'est du pays qui dure un peu plus de 2 décennies. C'est-à-dire la conférence, la mini-sommet que le président de la République avait organisé récemment pour mettre fin ou chercher les voies et moyens pour mettre fin à la situation, à la calvaire que vit les Congolais de l'est du pays. Cela n'a visiblement pas abouti, mais puisque la RDC maintenant a pris la tête de l'Union africaine, la RDC peut toujours relancer la situation, vu que on a le monopole, on a un mot à dire, on a peut-être, on a la même mise sur les États, les pays, les États membres de l'Union africaine, on a la même mise, et que la RDC peut dire un mot et la chose pourra s'accomplir. Donc, si le président de la République, vu ce mandat-là, peut marquer déjà, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même, vous ne commencerez pas à résoudre le problème des autres pays africains sans commencer par résoudre le problème de votre propre pays. Donc, ce mandat est un mandat pour dissuader la situation que vit la RDC à l'est, à sa partie est. De ce côté-là, le mandat est le bienvenu, donc c'est une situation qui va que la RDC pourra quand même bénéficier, mais en dehors de ça, je ne pense pas qu'on doit attendre grand-chose de cette organisation, puisque l'organisation est plus protocolaire que diplomatique, protocolaire et diplomatique qu'autre chose. Parce que si nous voyons déjà le mandat de Ramaphosa, de l'Afrique du Sud, si on essaie de voir son mandat, on voit que les mandats protocolaires, c'est une plaque tournante et tournée comme la RDC, et bon, c'est protocolaire. C'est vrai que le président a lancé un message comme quoi les gens sont en train d'aduler leurs dirigeants alors qu'ils pouvaient les exiger plus. C'est peut-être un discours qui a été prononcé en état d'âme, vu qu'il n'y a pas eu des déplacements physiques des chefs d'État membres de l'Union africaine pour cette cérémonie-là. On parle de la Covid-19, c'est vrai, ça peut être un aspect aussi, mais il faut dire que les intérêts ne se convergent pas. Les intérêts de ces pays-là et de la RDC ne se convergent pas. Déjà que la plupart de ces pays États membres et de ces pays, de ces chefs d'État et de ces gouvernements membres de cette conférence de l'Union africaine sont plutôt sous la houlette des Européens, des Français, tandis que la RDC est maintenant sous la houlette des Américains. Donc les intérêts ne se divergent pas sur ce point de vue. On sait déjà qu'il y a Américains, Européens, la démarche de mon côté vis-à-vis de l'Afrique. Et également les Chinois et les Russes, etc. Donc les intérêts ne se convergent pas déjà de ce point de vue, mais également la situation que vit la République démocratique du Congo en ce moment est une situation exceptionnelle. C'est un chef d'État qui n'a pas pris d'armes, qui n'a pas porté d'uniforme, qui est issu de l'opposition, qui a pris les rênes de la République démocratique du Congo, tandis que tous ces chefs d'État, tous ces chefs d'État et des chefs d'État membres de cette conférence de l'Union africaine, ce sont des dictateurs, ce sont des gens qui ont pris le pouvoir
soit par les armes, qui ont porté les uniformes pour certains, qui ont pris les pouvoirs de force ou qui conservent leur pouvoir au détriment de leur peuple, respectif. Donc, les intérêts ne se convergent pas déjà. Et puis, du point de vue, je ne parlerai pas du point de vue spirituel, parce que vraiment, ça ne se justifie pas, on ne sait pas le prouver. Mais de ce point de vue déjà, les intérêts ne se convergent pas. Voilà pourquoi on a vu ce qu'on a constaté. Mais bon, rien de grave. Rien de grave. Ça s'est produit également ici en Amérique, aux États-Unis d'Amérique. On a vu le président Trump qui n'a pas assisté à l'installation ou à l'inauguration du président Joe Biden. Ça n'a pas empêché que le président devienne président, ça n'a pas empêché son installation, ça n'a pas empêché que l'inauguration puisse avoir lieu. L'essentiel est que la RDC a pris les règnes, le président Tshisekedi et aujourd'hui le président de l'Union africaine. On passe à autre chose. Le défi à relever est énorme et de loin plus important que la situation, les chefs d'État qui ne se sont pas déplacés. Ils peuvent ne pas se déplacer, ce n'est pas un problème. Inauguration sous les investitures des chefs d'État qui se font ici aux États-Unis d'Amérique, on n'invite aucun chef d'État du continent ou de la planète. S'il y a des chefs d'État qui viennent dans les inaugurations ou des installations des investitures des chefs d'État américains, ils viennent dans leur propre gré. On n'a jamais invité qui que ce soit. Qu'ils viennent et qu'ils ne viennent pas, la cérémonie se déroule. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a une polémique stérile qui est en train de se propager dans les réseaux sociaux, mais le défi est ailleurs. On doit se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel est que la RDC a maintenant la présidence de l'Union africaine et maintenant, il faut voir ce qu'il faut faire pour marquer notre passage dans cette organisation de l'Union africaine, mais également pour que ce passage dans cette organisation africaine puisse avoir de retombées positives sur la RDC. Comme je disais tout à l'heure, que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, il faut tenir compte de ça et c'est se passer des polémiques stériles qui ne nous emmènera certainement à rien du tout. On va parler de la désignation du Premier ministre, de l'installation de l'Assemblée nationale, du bureau de la création définitive du bureau de l'Assemblée nationale, mais également de la démission en cascade de membres de bureau du Sénat. Comment cela s'est passé aussi vite, que le président du Sénat ait démissionné aussi vite, que les membres du bureau démissionnent et que Sami Badi Banga puisse rester en place. Cela est fait à dessein. On sait déjà ce qui va se passer. C'est la même chose qui s'est passé dans l'Assemblée nationale. En réalité, dans l'Assemblée nationale, on l'a dit avant l'élection définitive de cette Assemblée nationale, on a dit en réalité, le président de ce bureau définitif de l'Assemblée nationale est Jean-Marc Gaboun. Parce que Bosso Kodiakwanga, c'est quelqu'un qui est juste mis là, pour que les gens ne soient pas frustrés, pour qu'il n'y ait pas... pour qu'on ne crie pas au scandale, mais en réalité, la personne qui va diriger cette Assemblée nationale, c'est Jean-Marc Gaboun, ça c'est clair. Également, la même situation se passera dans l'Assemblée, dans le Sénat. La personne qui dirigera en réalité le Sénat, ça sera Sami Badi Banga, parce qu'il n'a même pas... sa pétition n'a pas abouti. Il y a eu une pétition contre Sami Badi Banga par la suite, mais cette pétition n'a pas abouti. C'est-à-dire Sami Banga reste en place pour que, quand on installera le nouveau bureau, qui aura peut-être à sa tête Modeste Bahati, si Modeste Bahati n'est pas pris à la primature, il sera président de l'Assemblée nationale. Il pourrait être président de l'Assemblée nationale, mais secondé de Sami Badi Banga, qui est le meilleur ami ou cousin du président de la République, meilleur ami ou cousin, donc un proche, on va dire comme ça, un proche collaborateur du président de la République, qui va faire le rôle de Jean-Marc Gaboun au sein de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que Tshisekedi n'a plus droit à l'erreur. Tshisekedi n'a plus droit à il ne veut plus revenir
sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire être marginalisé ou traité de n'importe quoi. Il veut avoir le contrôle de toutes les institutions du pays, mais aussi, il veut non plus scandaliser ses collaborateurs ou ses nouveaux alliés qui sont venus les rejoindre dans l'Union sacrée. À Opé Sabamou, tête, institution phare, comme on a donné l'UDPS, on a donné le FCC, la tête, la présidence de l'Assemblée nationale FCC, à Mosoko Diapoma, c'est-à-dire FCC Mutusion, ou FCC, ou les dissidents du FCC qui ont visiblement, officiellement pris la tête de l'Assemblée nationale, mais officieusement, c'est Jean-Marc Aboum qui va diriger ce bureau-là. Et de la même manière, le Sénat sera donné à Bahati Lukwebo, parce que Bahati Lukwebo a plus de députés, a beaucoup plus de députés dans cette formation de l'Union sacrée après le FCC. Il pourrait avoir le Sénat, puisque à Longwa qui FCC pour la poste au Sénat, mais il y a aussi un moyen qu'on puisse lui donner la primature, puisqu'il a déjà fait preuve d'un travail efficace lors de la mission qui lui a été confiée comme formateur. Il peut également devenir comme informateur. Il peut également devenir formateur de ce gouvernement, vu qu'il a fait aussi, il a plusieurs expériences dans les gouvernements de la République. On peut lui donner aussi ce poste-là, mais ce qui est sûr, Bahati Lukwebo ne ratera pas entre les deux postes, soit le Sénat, soit l'Assemblée et soit la primature. Pourquoi? Parce qu'on doit remplacer Vital Kamerhe par Bahati Lukwebo. Vital Kamerhe déjà est leader. Vital Kamerhe et Bahati Lukwebo sont leaders de l'Est. Or, de locaux là-bas, c'est déjà poste, il y a directeur de cabinet au Katangé. Donc, il faut visiblement qu'on puisse, tenant compte de la géopolitique, il faut visiblement qu'on puisse donner le poste soit de la primature, soit du Sénat à un ressortissant de l'Est de la République, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de ces côtés-là, puisqu'on a perdu la collaboration de Vital Kamerhe. On aurait, parce que la situation politique peut basculer à tout moment. J'ai toujours dit dans mes émissions que les ex-alliés peuvent devenir les anciens ennemis peuvent devenir des amis, et vice-versa. En politique, il n'y a jamais des ennemis éternels, des ennemis jurés, ni des adversaires éternels. Tout peut changer à tout moment selon les intérêts que présentent les uns et poursuivent les uns et les autres. Donc ça peut changer à tout moment, mais pour l'instant, on constate que Vital Kamerhe a quand même été écarté de ce côté-là. Alors il faudrait négocier ou collaborer avec un leader de l'Est qui est, entre autres, Bahati Lukwebo, mais également Nyamwisi, qui est déjà dans l'Union sacrée. Donc on a déjà ces leaders de l'Est qu'on doit leur donner aussi une institution pour que cette partie de l'Est puisse aussi se calmer, parce que les enjeux de l'Est, les enjeux de la stabilisation de l'Est se regorgent aussi dans la notabilité de l'Est. Donc les notables de l'Est ont aussi un rôle à jouer ou un mot à dire dans cette situation de l'Est du pays, parce que c'était aussi, c'est l'une des promesses du chef de l'État, qui avait d'ailleurs dit qu'il allait installer son QG à l'Est du pays. Jusque-là, ce n'est pas encore fait, nous ne savons pas ça va se faire quand, mais ça ne se fera pas du tout, il ne faut pas rêver, ça ne se fera pas du tout, mais une chose est sûre, il doit réussir ce défi-là à stabiliser, à pacifier l'Est du pays. Il doit passer par tous les moyens nécessaires pour pacifier l'Est du pays. Déjà que Mike Hammer, quand on voit Mike Hammer qui repart à l'Est du pays, c'est-à-dire Mike Hammer représente les intérêts de l'Amérique, l'Amérique qui a d'ailleurs, au travers son secrétaire d'État, au travers un tweet de son secrétaire d'État, a félicité l'élection du président de la République à la tête de l'Union africaine, et dit être prêt à l'accompagner pour ce lourd fardeau qui doit faire face. Donc les États-Unis est en train d'accompagner le président de la République dans son mandat interne, mais également dans son mandat externe.
dans son mandat en République démocratique du Congo et dans son mandat en République, en Afrique, à la tête de l'Union africaine, c'est-à-dire les défis à relever, que ce soit à l'interne comme à l'externe, et la pacification de l'Est du pays, parce que cette pacification regorge tous les pays de la sous-région. Il y a plusieurs pays de la sous-région qui sont touchés, dont la stabilité de leur pays ou la stabilité politique de leur pays ne marche presque pas. Donc, en se pacifiant, en trouvant des solutions efficaces et durables à l'est du pays, c'est-à-dire, c'est aussi un défi à relever, c'est aussi un pari gagné déjà pour les fonctions du chef de l'État à la tête de l'Union africaine. Parce qu'il y aura pacification à l'est du pays. Quand il y a pacification à l'est du pays, il y aura visiblement pacification dans la sous-région de Grand Lac et il y aura décollage en Afrique. Donc, le grand défi à relever est celui-là et les États-Unis se disent prêts à accompagner le chef de l'État dans ce défi-là. Donc, l'est du pays, déjà, du côté-là, va prendre une des institutions, soit l'Assemblée nationale, soit le Sénat. Mais alors, l'UDPS ne doit pas rester frustré. L'UDPS doit prendre une de fonction dans tout ça, parce que ils ont l'eau ils ont pouvoir, ils ont cop. Donc, ça ne veut pas dire que parce que le président de la République qui est du Kassai a pris la fonction de président de la République qui est dans une institution de mon côté. Ils doivent prendre sûrement une institution. Bahati Lukobo prend la tête du Sénat. Visiblement, Mwadi Vita, Tiani, Noël va prendre la tête du gouvernement. Ça ne fera pas un scandale. C'est simplement question de géopolitique. Parce que Noël Tiani n'est pas de l'UDPS. On ne dira pas que l'UDPS a pris la primature. Mais pour sécuriser, pour que le chef de l'État aussi se sente vraiment en complicité avec, le Premier ministre, pour bien gérer, pour que les choses se passent bien, pour qu'il y ait un décollage, parce que cette fois-là, il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses. Excuses, c'est qui bateau FCC va bloquer. Mais là, il faut faire en sorte que trouver des bonnes personnes, des bons collaborateurs qui seront souples dans la collaboration avec le chef de l'État pour que les choses aillent de mieux. Donc, moi, je vois de ce côté de la primature, il peut y avoir, le chef d'État peut jeter son dévolu sur Noël Tiani parce que c'est un Kassaïen, on respectera la géopolitique. Il y a Mbosso Kodiakwara, Mbosso qui est du Congo, de l'espace Congo, donc c'est-à-dire Baba Congo, Baba Ndondo, etc. Zakuna se retrouve du côté de Mbosso Kodiakwara. Le Sénat, c'est l'est du pays qui va se retrouver. L'Assemblée, le gouvernement de la République, le Premier ministre peut se ressortir du Kassai, peut sortir du Kassai. Déjà, il y a, comment on appelle ça, la présidence de la République au travers le directeur de cabinet, c'est le Katanga. Maintenant, il faudrait également trouver un moyen pour aussi intégrer ceux de l'Équateur au travers le MLC de Jean-Pierre Bemba. Tous ces enjeux-là, toute cette situation-là doivent être prises en compte pour que la situation soit, pour que le calme puisse régner, pour qu'il n'y ait pas de frustration, pour qu'il n'y ait pas de grincement dedans. Donc, dans tout ça, moi, je retiens que à la fin de cette semaine, la situation peut être claire, peut être en dehors de cela. Martin Fayulu va déjà éclairer notre lanterne. D'ici là, Martin Fayulu va éclairer notre lanterne puisqu'il a dit qu'il parlera de la situation, de l'actualité de l'heure. Il va éclairer notre lanterne sur cela. Il va certainement nous révéler des choses que nous ne connaissons pas. Mais ce qui est sûr, le gouvernement sera... le Premier ministre sera connu à la fin de cette semaine. Ça peut être entre Bahati Lukwebo et Mwadi Vita, ou alors quelqu'un d'inconnu, parce que Tshisekedi ne veut pas non plus avoir quelqu'un qui lui fasse de l'ombre, voyez-vous. C'est-à-dire, option déjà, il y a Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, c'est déjà tombé. Aux institutions de côté, parce que ce sont des gens qui vont le faire de l'ombre. Et lui, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin d'un bras de fer. Il n'a plus besoin d'un bras de fer. Il n'a plus besoin de quelqu'un qui lui fasse de l'ombre. Il a besoin des élèves dociles
qui l'accompagnent dans cette situation, et les élèves d'office peuvent aussi être sélectionnés parmi bateau Ebanité ou peut-être Ponier, qui fonctionne, c'est une chance de sa vie, et il va... Parce qu'en réalité, le Premier ministre doit accompagner la vision du chef de l'État. Il faudrait que ce Premier ministre soit complice avec le chef de l'État. Donc voilà un peu ce qui va se passer dans le jour qui vont arriver dans ce week-end, précisément ce qui va se passer. Mais en ce qui concerne la situation des militaires, il faudrait que le gouvernement, aussitôt installé, puisse regarder de ce côté-là, parce que tout peut basculer. On a vu la situation avec les pillages de 91, comment ça s'est déroulé, Touyebi, comment ça s'est déroulé. Tout le monde a quitté situation avant l'élection de 2018. Comment est-ce que le président sortant, Joseph Kabila, a fait des réformes au sein de l'armée? Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il va laisser le pouvoir et quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir. Il faudrait qu'il puisse se rassurer de ce côté-là que l'armée est stable, et ça de son côté, et ça va pas, rien ne pourra retourner contre lui. C'est-à-dire l'armée est un élément important qu'en dehors de la situation politique, en dehors de deux boulonnements politiques, il faut également voir de ce côté-là. C'est vrai qu'il y a une certaine, il y a aussi un déboulonnement qui se passe du côté de l'armée. Il faudrait que cela se passe de manière subtile, à ne pas frustrer les officiers dans l'armée, parce qu'à tout moment, ces officiers, pour un temps frustrés, peuvent donner un mot d'ordre, peuvent créer une insurrection, et ça ne sera pas du tout bon pour l'évolution de la situation politique qui est déjà en train de prendre de l'élan, et que nous souhaitons que tout se passe bien pour le bien-être du peuple congolais, mais aussi il faut tenir compte de la situation sociale, il faut tenir compte de beaucoup de choses. Le gouvernement qui sera mis en place a beaucoup de défis à relever, mais Mwana Beti, c'était côté armé, rien ne se dit par hasard. En politique, on lance des ballons d'essai, on peut lancer des ballons d'essai comme ça, que les militaires, on disait que tout peut arriver, alors il faut prévenir cela en régularisant la situation militaire, en relevant la frustration, ce qui peut faire en sorte que ces derniers puissent se rebeller contre la République. Alors on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, prenez bien soin de vous. Observons les gestes et barrières, car le virus n'a pas encore disparu. Et à très bientôt. Bye bye.